Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Les élections sont souvent source de tensions, voire de crises graves. Pour prévenir ce genre de situation au Mali, le département en charge de la sécurité intérieure et de la protection civile porte sur leur rôle dans la mise en œuvre du processus électoral. Un reportage de Brahma Traoré. L'élection présidentielle. C'est à cet exercice que s'est longuement livré le délégué général aux élections. Le général Siaga Sarré met notamment l'accent sur la neutralité et l'impartialité des forces de sécurité. Nous devons neutre. C'est vrai, les gens le disent, nous avons notre opinion, nous avons un choix. Mais ce n'est pas parce que vous avez un choix ou une opinion que vous devrez manifester, faire en sorte, utiliser la force pour assister, pour appuyer les jeux. Et le principe sacro-saint de la démocratie, c'est l'égalité des chances pour tout le monde. Ensuite, il y a l'interdiction de tout acte de corruption et au besoin s'opposer à tout acte de corruption ou tentative de fraude, d'usurpation d'état civil et tout autre acte susceptible de compromettre l'authenticité des résultats. Les forces de sécurité se doivent donc d'observer et de respecter ces règles de bonne conduite. Il y va de la sincérité des élections convaincues. Les forces de sécurité constituent l'une des chevilles ouvrières de tout processus électoral. Il s'agit de prendre les dispositions pour assurer la protection. D'abord, avant le scrutin, la protection du personnel, la protection du matériel et les infrastructures de l'administration électorale, mais également les sièges et les candidats des partis politiques, particulièrement pendant la période de la campagne électorale. Ça, c'est avant le scrutin. Et le jour du scrutin, il y a évidemment les lieux de vote, les lieux de dépouillement et leur environnement immédiat. Après cette mise au point, le délégué général aux élections s'est prêté aux questions de ses interlocuteurs. Pourquoi ne pas anticiper les votes des militaires lors de l'élection présidentielle à venir, s'interroger certains éléments des forces de sécurité. Pour effectivement ces élections, il n'y a pas de vote anticipé des militaires, des agents des forces de sécurité ou des paramilitaires. Mais il est prévu quand même que ceux qui seront désignés à des missions qui les obligent à quitter leur résidence où ils sont inscrits sur les listes électorales peuvent faire des procurations pour qu'on puisse voter à leur lieu et place. À moins de 2 semaines du premier tour de l'élection présidentielle, les forces de sécurité sortent de cette rencontre bien requinquées selon le ministre de la Sécurité intérieure. Pour le général Tchefin Konaté, l'exercice a tout simplement été utile. Moi, vraiment, votre conférence, ça nous a vraiment éclairé largement par rapport au processus électoral et par rapport donc, au rôle donc, des forces de sécurité donc, dans la mise en œuvre donc, du processus électoral. Cette conférence va nous aider à améliorer, n'est-ce pas, nos prestations. Par ailleurs, le ministre Konaté annonce l'élaboration d'un document par son département en vue de la sécurisation de l'élection de juillet. Un document qui sera mis en œuvre dès l'acquisition du financement. Retour de l'administration après le gouverneur et les préfets, c'est au tour de certains chefs de service, les sous-préfets et le président du conseil régional de Kidal de s'installer en 8e région. Ces administrateurs sont arrivés hier à bord d'un avion des Nations Unies. Chacun d'eux a déjà identifié ses priorités pour une bonne organisation de l'élection dans la région. Tchemogo Sagara. Kidal retrouve son visage d'antan. À ce jour, tous les 11 sous-préfets de la région ont regagné leur poste à Kidal. C'est là au bonheur de l'ensemble des administrés et surtout des 35 051 électeurs potentiels de la région. Administrateurs, chefs de service et élus locaux, tous ont la joie au cœur pour cette retrouvaille. Vraiment, c'est la joie. Parce qu'après tout ce qui s'est passé, on revient aujourd'hui à Kidal pour commencer à travailler et sans incident. Vraiment, c'est la joie. Et comme d'habitude, en tant que représentant de l'État, c'est la bonne collaboration, il n'y a pas de problème. Je pense que je suis revenu chez moi. Je ne comptais pas rester très longtemps hors de la ville de Kidal. Je suis venu pour témoigner mon engagement pour les accords de Ouagadougou, témoigner mon engagement pour le Mali, témoigner aussi mon engagement pour
une bonne réussite des élections transparentes et apaisées dans tout le Mali, notamment aussi dans la région de Kidal. Donc, je profite de votre micro pour lancer un appel à mes frères de la région de Kidal pour leur dire de venir retirer leurs cartes. Qu'ils ne votent pour personne, ils votent pour eux-mêmes. C'est un acte purement citoyen. Si aujourd'hui toutes les attentions sont orientées vers l'organisation de la fête électorale le 28 juillet 2013, les services techniques font un clin d'œil sur d'autres priorités. C'est de voir les populations déplacées et les réfugiés, faire le point de retour de ces populations. Ensuite, une des missions, c'est les activités d'urgence, celles qui sont venues, il faut les maintenir en place. Il faut les maintenir en place par des activités d'urgence, c'est-à-dire des activités pour pouvoir vivre. Ensuite, les maintenir, c'est-à-dire des activités de réinsertion. Il faut tout de suite faire une évaluation rapide de la situation sanitaire au niveau de la région. Après cette évaluation, en même temps, avant que les choses ne se précisent, il y a des activités urgentes où on doit mener. Voilà, les activités de vaccination, les activités de nutrition et les activités de lutte contre le ver de Guinée. Puis on sait que pendant l'année passée et cette année, il y a eu des cas de ver de Guinée qui ont été découverts à Kidal. Donc il faut vraiment intensifier la recherche de ver de Guinée. Selon le gouverneur de Kidal, le colonel Adama Kamisoko, dans un bref délai, tous les chefs de services techniques de Kidal regagneront leur poste dans la région. Les élections et la nécessité d'une cohésion sociale entre les différents groupes, ce sont les principales urgences au Mali. C'est ce qu'a déclaré le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali et chef de la MINUSMA en mission à Tombouctou. Les émissaires onusiens sont venus écouter et comprendre les problèmes auxquels sont confrontées les populations locales. Ils ont eu des entretiens avec les forces armées de sécurité et la société civile. ORTM Tombouctou, Adama Djimde. En se rendant à Tombouctou, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali et chef de la MINUSMA est venu écouter les populations et les forces armées de sécurité. Objectif, apprécier et comprendre leurs problèmes liés à la sécurité, au développement et aux droits de l'homme. Pour mieux cerner ces différents paramètres, l'ONU a ouvert sur place un bureau qui est en contact permanent avec les citoyens. Le diplomate onusien était en compagnie du général Abdou Gassa, commandant adjoint de la MINUSMA et de la représentante de l'UNICEF au Mali. Il y a des urgences directement, l'urgence d'aider, d'accompagner les élections. Il y a aussi la nécessité d'aider encore des problèmes sécuritaires qui sont là pour protéger les citoyens dans les différentes régions du pays. Par rapport au phénomène d'enfants soldats, l'UNICEF et le Mali sont dans la même logique de lutte. L'État a pris la problématique à bras le corps. Un protocole a été signé dernièrement avec le ministre des Affaires étrangères et le représentant spécial du secrétaire général. Et d'autres interventions avaient eu lieu auparavant. Je crois que c'est une problématique qu'il faut prendre vite au sérieux. Nous sommes en bonne voie pour mettre en place des procédures opératives très rapides avec la gendarmerie et tous les acteurs. Mais c'est un phénomène qu'il faut enrayer très vite. Aujourd'hui, le souci majeur de Tombouctou est celui de l'énergie. C'est pourquoi les émissaires de l'ONU se sont rendus à l'EDM pour toucher du doigt la gravité du problème. Ici, le courant est servi 5 heures sur 24, soit de 19h à 0h. La reconstruction est en marche à Gao. Le premier édifice réhabilité est l'hôtel de ville. Il a été mis sur pied grâce à la mairie et à ses partenaires à hauteur de près de 40 millions de francs CFA au grand bonheur des usagers. Depuis Gao, le reportage de Daouda Zoumana Traoré. L'histoire retiendra que pendant l'occupation des groupes armés, la mairie de Gao a servi de tribunal et de prison pour les femmes dont elle est censée défendre la cause en temps de paix. Elle retiendra également que les derniers rebelles retranchés dans les locaux de cette même mairie ont été combattus par les forces maliennes et françaises. Principalement, la mairie a subi entre 12 jours 2 attaques de Mojaou et ils ont été chassés par les armées, les forces armées. Donc la mairie de Gao a subi les plus grands bombardements
La reconquête a permis de retrouver la liberté et d'entamer les activités de développement. La reprise progressive de l'administration publique et des collectivités est réelle. La mairie urbaine de Gao, située à quelques encablures du fleuve Niger, est le premier service réhabilité de la cité des Askia. Le deuxième bâtiment, on l'a reprise nous-mêmes avec 3 300 000, mais avec les recettes journalières qu'on arrivait à avoir, sur lesquelles flotte le drapeau malien. Maintenant, le grand bâtiment, l'entrepreneur l'a fait pour 35 millions. Payable après finition. Maintenant, elle est finie, il reste qu'à payer. La mairie de Gao n'a pas attendu cette réhabilitation pour reprendre ses activités. Bien au contraire, en mai 2013, une cérémonie officielle était organisée pour annoncer le démarrage de ses services. Actuellement, la mairie a repris son écharpe avec l'établissement des pièces d'état civil et autres documents intéressant la population. Je suis venu récupérer l'acte de naissance de mes neveux. Ce sont des jumeaux, donc j'ai déposé les dossiers la semaine passée. Je suis venu chercher une procuration, d'ailleurs j'ai déjà fini avec ça là. Depuis déjà c'est terminé déjà, il n'y a aucun problème pour là. Au niveau de la mairie, nous commençons par les actes de naissance, plus précisément par les enfants qui sont nés pendant l'occupation en 2012. Nous avions commencé avec ceci. Après, ceux qui sont nés en 2013. La réhabilitation de la mairie de Gao est un pas très important dans le processus de reconstruction. Il reste maintenant à aider les collectivités en payant régulièrement ces taxes, sans lesquelles aucune réalisation n'est possible. Actualité à l'étranger, la situation au Caire préoccupe les islamistes en Tunisie. Le mouvement Ennahda au pouvoir suit de près la situation au Caire où les islamistes ont été destitués. Pris de court par le double renversement populaire et militaire du pouvoir issu des frères musulmans en Égypte, le mouvement islamiste Ennahda au pouvoir à Tunis a désormais les yeux braqués sur le Caire. À l'heure où des formations de l'opposition commencent à réclamer une dissolution similaire, les frères musulmans tunisiens craignent la contagion. Ils sont descendus le week-end dernier à avenue Habib Bourguiba en plein centre de la capitale pour dénoncer la confiscation d'un processus démocratique. S'il y aura une dissolution pareille ou bien une réaction pareille, ce sera le vide total. Et je ne pense pas que le peuple tunisien peut accepter une chose pareille, parce que nous, maintenant, on vit la vraie démocratie. Et c'est la vraie démocratie en Tunisie. Et tout ce monde qui parle et qui dit qu'il y a que la démocratie en Tunisie, elle n'est pas respectée, c'est des menteurs. Ennahda marque sa différence en s'appuyant sur le projet de constitution en cours d'élaboration. On a fait beaucoup du travail avec les experts, avec la société civile, avec tous les partis et les groupes parlementaires. Tout le monde est représenté dans les commissions parlementaires. Donc on ne peut pas faire une constitution pour Ennahda ou pour une coalition de Troïka. C'est une constitution pour tous les Tunisiens. Après 2 ans de travail, le premier débat général sur le projet de constitution s'est achevé lundi avec la persistance de nombreux désaccords. Soulignant les difficultés qu'il y aura à les surmonter, le parti Nida Tunis avance une nouvelle proposition. Nous appelons un gouvernement de salut public qui soit le résultat d'un consensus national, et ce gouvernement, il sera chargé d'appliquer une feuille de route sur laquelle tout le monde s'entend, dans laquelle il y a en premier lieu la date des élections. Quelle que soit la tournure des événements en Égypte, les Tunisiens devront en tout cas en tirer les leçons. En République démocratique du Congo, reprise des combats dans le Nord Kivu entre les rebelles du M23 et l'armée régulière. Les populations civiles, premières victimes de ces combats, prennent le chemin de l'exil. Les armes parlent à nouveau dans le Nord Kivu. À l'est de la République démocratique du Congo, la rébellion du M23 et les forces armées congolaises ont repris les combats. À la barrière de Kanyaruchinya, les casques bleus sont une nouvelle fois des témoins privilégiés. Entre deux feux, les habitants de Mounigui ont fui depuis longtemps, laissant un quartier désert. Les derniers récalcitrants prennent la route à leur tour. Nous nous en allons parce qu'il y a des crépitements de balles et des explosions de bombes, donc on part. Plus bas, des dizaines de curieux s'accrochent à flanc de collines pour suivre les échanges des tirs. Ils sont également aux premières loges pour assister au déploiement des FARDC qui s'élancent vers la ligne de front. Sous le commandement du colonel Mamadou Mbala, près de 2000 hommes lourdement armés seraient engagés dans les combats. La veille, le président du M23 dans son fief de Bunagana
à la frontière ougandaise, dénonçaient l'attitude de Kinshasa. Nous sommes en train de subir aujourd'hui des attaques de la coalition gouvernementale. Nous refusons d'avancer. Nous refusons de répondre énergiquement parce que nous pensons que la solution n'est pas militaire. Nous sommes en train d'enlever au gouvernement congolais le prétexte de son option militaire. Même son de cloche à l'état-major du mouvement qui a installé ses quartiers dans la caserne de Rumangabo, enlevée aux forces gouvernementales. La pression militaire, c'est Kinshasa. Donc Kinshasa, ce qu'il veut que nous fassions, c'est qu'on fait. Oui. S'il veut qu'on parle, on va parler. S'il veut qu'on passe la guerre, on va le faire. Mais nous envisageons le dialogue. Selon Kinshasa, la rébellion a reculé de 15 km et perdu une centaine d'hommes. Un bilan rejeté par le M23. Le dialogue est interrompu. Pour la 3e journée consécutive, la parole est aux armes. Retour à l'actualité nationale. Après le début du mois de Ramadan, les prix des produits de première nécessité sont diversement appréciés par les consommateurs. Certains trouvent les produits chers, tandis que les opérateurs économiques pensent plutôt qu'il y en a pour toutes les bourses. Un dossier signé Mahamadou Doumbia. Pour l'approvisionnement des marchés en denrées de première nécessité, le district de Bamako est assez fourni. Mais souvent, les prix d'une même marchandise sont assez variés et diversement appréciés par les consommateurs. Pour certains commerçants détaillants, le marché est fourni et les prix varient en fonction de la qualité des différentes céréales ou autres produits de haute consommation durant le ramadan. Le gamiaka, ça dépend aussi de la qualité. Par exemple, le premier soir, on vend les 50 kilos à 18 000 jusqu'à 19 000. Et il y a des qualités aussi, les 50 kilos, on vend à 16 000 francs. En se rendant au marché, les grands importateurs sont formels. Tout est mis en œuvre afin que les produits soient à la portée de tous. Car au marché, il y en a pour toutes les bourses en fonction des qualités du produit. On a beaucoup de riz, on a du riz, beaucoup de variétés. On a une qualité qui s'appelle Excellence, on a d'autres qualités qui s'appellent Honorable. Il y a des prix de 15 000 francs, il y a des prix de 35 000. Il y a toutes les gammes. Pour le sucre a baissé. Concernant la température du marché, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali collabore étroitement avec les opérateurs économiques et le gouvernement pour rassurer les consommateurs. Aujourd'hui, la disponibilité est telle que il serait très difficile pour un opérateur économique de renchérir les prix. On ne constate pas pour le moment d'augmentation de prix, notamment pour les riz de grande consommation. Je ne dis pas les riz de luxe. Et personnellement, il m'arrive par curiosité de m'arrêter à Lampaninkoro pour demander le prix. C'est mon propre baromètre pour me rassurer que les services sur le terrain, les délégations régionales de la Chambre de commerce, les informations qu'ils m'envoient sont tout à fait conformes à ce que moi-même je constate. Il faut que l'État prenne des dispositions contre certains commerçants qui ne cherchent pas à réduire les prix et qui cherchent toujours à augmenter les prix. Le mois de Ramadan se poursuit lentement et petit à petit les consommateurs s'accommodent en fonction de leurs avoirs et de leur goût ou de leur digestion. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'info, ce serait le soir avec Ndé Sissoko. Bonne suite de